Salut Castor et bienvenue dans ce Je joue ou pas j'explique consacré au jeu de plateau Vampire the Masquerade Chapters. Il s'agit d'un jeu de plateau, ça je l'ai déjà dit, situé dans l'univers de Vampire la Mascarade. J'adore répéter, où les joueurs joueront le rôle de vampire devant évoluer dans le monde des ténèbres. Ce jeu fera l'objet d'un case tout proche et je dois vous avouer que je suis over motivé. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du monde des ténèbres, je vais vous citer la définition de Wikimachin. Bah ouais. On va pas réinventer la roue hamster. Le monde des ténèbres se veut gothic punk. Gothique dans le sens romanesque et fantastique du terme, car toutes les histoires et rumeurs concernant des forces surnaturelles y sont fondées. Les créatures de la nuit, les vampires, les morts-vivants, les loups-garous et les sorciers existent et restent dans l'ombre depuis la nuit des temps. Gothique aussi dans l'architecture qui se veut à l'image du monde, à savoir torturée et imposante, emplie de symboles indéchiffrables pour les non-initiés. Punk, au sens littéral du terme, car c'est un monde contemporain où les valeurs se perdent, où la criminalité est galopante, où les repères sociaux sont confus et où l'écologie est à la traîne. Cet univers est à la base de plusieurs jeux de rôle que j'adorais dans mon adolescence, dont Vampire la Mascarade. Si vous ne connaissez pas vraiment, faites quelques recherches et renseignez-vous, il est au moins aussi classe et profond que celui de 40K, si vous me permettez une comparaison par-dessus la jambe. Et Vampire the Masquerade Chapters est un jeu coopératif qui peut se jouer seul ou jusqu'à 4 joueurs. À la frontière entre le jeu de rôle et le jeu de plateau, vous y vivrez lors d'une campagne s'étalant sur de nombreux scénarios les aventures de vos vampires. Les gars de chez Flyers Game ont eu la merveilleuse idée de développer un module pour Tabletop Simulator, ce qui permet à tout le monde de tester le jeu. Et ça c'est vraiment malin de leur part. Si vous avez déjà Tabletop Simulator ou que vous désirez l'acheter, le lien vers la fiche du programme se trouve sous la vidéo ainsi que le lien vers le module de Vampire the Masquerade Chapters. Ce module est entièrement en anglais, mais le jeu final sera également traduit en français. Les gars de chez Flyers Game étant québécois et le jeu se situant à Montréal, ça serait quand même vachement dommage qu'il soit qu'en anglais. Et pour les allergiques à la langue d'Hamlet, oui je sais, il est danois. Edouard, ici présent, c'est moi. Il fera la lecture dans la langue d'Hanouna. C'est moins classe que Molière, hein. Ce qu'on va tester ici, c'est un des prologues. Il s'agit de petits scénarios à jouer seuls, qui font à la fois office de tutoriel pour vous expliquer les règles au fur et à mesure, et d'introduction au background de chacun des personnages joueurs, ce qui les a amenés jusqu'au début de l'histoire, et aussi la manière dont ils sont devenus des vampires. Ces prologues seront, comme les personnages de base, au nombre de 8. Et celui-ci est celui du personnage Gangrel. Les Gangrels sont un des nombreux clans vampiriques. Bon, trêve de galéjade, passons au cœur du sujet. Le jeu. Un scénario de Vampire de Masquerade Chapters se compose de plusieurs éléments. La fiche narrative déjà, où sont résumés les tenants et aboutissants du scénario en cours, ainsi que les objectifs à atteindre pour le terminer. C'est ça que je dois lire? Ouais, mais pas maintenant. Oh. Les cartes événements, qui composent les différents embranchements et événements possibles du scénario, nous les expliquerons plus tard en cours de jeu. Et puis il y a le plateau de jeu. Un scénario peut se composer d'un ou plusieurs plateaux de jeu représentant là ou les scènes où se situe l'action. Sur ce plateau se déplacent les figurines. Les personnages joueurs seront représentés par de chouettes figurines. J'en ai d'ailleurs peint un 4 dans un tutoriel qui se trouve sous la vidéo. Et les PNJ seront représentés par des standees. Il y a aussi la fiche de personnage avec ses points de vie, sa volonté, sa faim. Car en tant que vampire, nos personnages auront régulièrement envie d'un petit snack sur le pouce. Oh oui. Bella. Fiche équalitairement composée d'un volet reprenant les attributs, compétences, pouvoirs et autres du personnage en question. Les prologues étant des scénarios solo, il n'y a qu'une seule fiche, mais dans les scénarios suivants, il y en aura bien plusieurs. Notre personnage a accès à des cartes de compétences, chacune recensant une action possible, principalement lors des phases de combat, et également à des cartes équipements qui sont disponibles de suite ou en cours de scénario. Les dés qui servent à faire les tests permettant de déterminer si votre personnage réussit une action ou pas. Nous avons aussi les fiches des opposants ou des personnages non joueurs, car il n'y a pas que du combat. Il y aura également du dialogue et de la diplomatie. Bonjour, très cher. Les PNJ ont eux aussi droit à leur propre carte de compétences. Et ces 2 dés, qui ne sont pas utilisés dans ce prologue, représentent la fin d'un personnage vampire. Ils remplacent les autres dés au fur et à mesure que celui-ci ressent l'envie de se faire un petit sandwich au sang. Bon, commençons directement la partie par la lecture de la fiche de scénario. Edouard, c'est à toi. Vous ouvrez vos yeux au crépuscule, réveillés par la faim. Vous quittez votre refuge à la recherche d'une proie. Peut-être un mortel bien bâti, c'est comme ça que vous les aimez. L'air est doux ce soir, et la foule emplit les jardins botaniques. Vous prenez position dans l'ombre pour observer le bétail. Au fur et à mesure que la soirée s'écoule,
les humains se font rares. Vous commencez à penser que vous avez raté votre chance. Quand soudainement, votre attention est attirée vers un groupe de vampires chassant sur votre territoire. Quelque chose d'étrange vous met sur vos gardes. La silhouette d'un homme aux larges épaules et le visage dans l'ombre se dirige vers un van blanc garé dans le parking. Il en fait le tour, ouvre le coffre et en sort une pelle qu'il jette sur son épaule. Puis il revient vers le jardin botanique d'un pas décidé. La lueur orangée des lampadaires illumine son visage et vous pouviez voir une cicatrice. Le visage d'un tueur. Son visage. 1990. Crise d'Oka. Dans la petite maison où vous avez trouvé refuge depuis une semaine, tout n'est que sang et chaos. Les nuits récentes ont été difficiles et les militaires ne les ont certainement pas rendues plus faciles. Mais cette nuit, votre vie a pris un tournant dramatique. Au centre de la pièce, un homme se tient debout, la main droite serrée sur le cou brisé de votre frère. Et même si vous n'êtes qu'un mortel, un instinct bestial vous pousse à agir. Un seul d'entre vous en sortira vivant. Ah bah, c'est joyeux comme début de prologue. Pour la petite histoire, la crise d'Oka est un événement en 1990 où les Indiens Mohawks et les forces militaires canadiennes s'affrontèrent au sujet d'un conflit territorial et de projets immobiliers. En gros, hein, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas un bloc d'histoire ou de politique ici. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Wikimachin. Retour au jeu donc. Le but du scénario est de mettre à mort votre opposant et la fiche de scénario nous indique qu'il faut lire la carte d'événement E1. Les cartes d'événement, c'est un peu comme des livres dont vous êtes le héros. En fonction de tes choix et des résultats de tes tests, on t'indiquera le numéro de la carte événement à tirer. Sur celle-ci, tu as le choix. Soit tu t'attaques à lui à main nue, soit tu sautes sur le couteau qui se trouve sur la table. Je choisis de prendre le couteau. On n'est jamais trop prudent. Je dois donc tirer la carte E2. Carte E2 qui me dit que pour arriver à attraper le couteau, je dois faire un test de difficulté 5 avec l'attribut physical, puis la compétence athletics. Cette dernière étant à 3, cela me donne 3 succès automatiques. Il me reste à faire un jet sur l'attribut physical, celui-là aussi à 3. Je jette donc 3 dés et je dois avoir 5 succès en tout pour réussir, vu que la difficulté du test est de 5. Et hop, 2 succès, car ce symbole avec les 2 étoiles est un succès critique qui en vaut 2. Donc c'est réussi. On prend la carte E3. Avec une vitesse fulgurante, vous attrapez le couteau de cuisine. Malheureusement, votre opposant n'est pas un amateur. Il se jette sur vous et vous frappe violemment au ventre. La carte nous explique ensuite qu'on doit reculer son personnage d'une case, prendre la carte couteau et ajouter la carte de compétence / dans notre pile de cartes de compétences. Puis on passe à la carte E15. Cette carte décrit le fonctionnement du combat. Le principe est simple. Vous devez former une main active avant de débuter le combat. Cette main sera composée d'un nombre de cartes équivalent à votre attribut physical. Lors du combat, vous devez chaque tour choisir la carte que vous allez utiliser et en appliquer les effets, qui peuvent être d'augmenter ou de diminuer votre défense, vos dégâts ou votre initiative. Pour un combat au corps à corps, vous devez évidemment être sur une case adjacente à votre adversaire. Normalement, vous aurez le choix des cartes que vous voulez prendre, mais vu qu'il s'agit d'un tutoriel, la carte ici présente nous dit de défausser les cartes punch et attaque high kick. Notre main active est donc composée de attaque / défense, parry, combat, uppercut. Pendant votre tour, vous pouvez vous déplacer d'autant de cases que votre compétence athletics plus 1, 4 donc dans notre cas. Largement assez pour arriver tout collé serré avec notre adversaire. On passe à la carte E16 pour déterminer l'initiative et qui agira en premier. Et potentiellement éliminer votre adversaire avant même qu'il ait pu remuer un orteil. Il faut choisir une carte de compétence et en appliquer les effets. Dans ce cas, j'utilise la carte /. Autant utiliser mon couteau maintenant que je l'ai, qui n'a pas de modificateur d'initiative. Je reste donc à 5. L'adversaire quant à lui décide de parer avec la carte parry. Son avantage est d'augmenter la défense, mais son désavantage est que l'initiative tombe à 0. J'ai donc l'initiative ce tour-ci, et je tire la carte E17. Ma compétence Weapon qui gère les attaques d'armes de mêlée est à 1. J'ai donc un succès automatique, et comme pour le test précédent, je lance 3 dés basés sur l'attribut Physical. Chaque succès sera un point de dommage infligé à l'adversaire. J'ai donc 3 succès, plus le succès automatique dû à ma compétence, plus le dommage supplémentaire dû au couteau. Ça nous donne donc 5 points de dommage. Pas de bol, notre adversaire n'a pas l'air net. Le couteau est repoussé hors de sa chair. On tire la carte E18. Chaque adversaire a un niveau de résistance indiqué sur sa carte de personnage. Celui-ci a une résistance de 3, et le fait d'avoir choisi de parer ce tour-ci lui donne un bonus de plus 1. 4 points de dommage seront déduits du résultat de notre test, c'est-à-dire que nous ne lui infligeons qu'un seul. Et Dieu, ça fait mal aux pète. Et en plus, il sourit maintenant. Ensuite, on tire la carte E19. Ce tour-ci, on va passer en mode défense. On choisit donc la carte parry et on perd automatiquement l'initiative. Mais cette fois, notre adversaire, lui, attaque. Les PNJ attaquent différemment des personnages joueurs. Ils n'ont pas de dés à jeter et leurs succès sont automatiques. Dans ce cas, il choisit la carte Knee Strike. Un bon coup de genou bien placé, qui lui donne un bonus de dommage de plus 2, qu'on ajoute à son niveau d'attaque lui-même à 2. Cela nous fait 4 dommages dans la tronche. On a 3 points dans la compétence Brawl, ce qui nous donne comme dans les autres tests 3 succès automatiques. On jette 4 dés, à savoir l'attribut physical plus le bonus défensif de la carte Parry, ce qui nous donne 5 au final. On ne prend donc aucun dégât. Je vous passe la suite et en accéléré résumé, les cartes suivantes nous font combattre de manière libre contre notre adversaire, et après quelques échanges cordiaux de latte dans la tronche, je finis par
me faire défoncer. Si j'avais réussi, j'aurais tiré une autre carte, mais suivons les véritables résultats des dés et tirons la carte E14. C'est sans espoir, cet ennemi est au-delà de vos compétences. Vos coups n'ont eu aucun effet et ses attaques quant à elles sont d'une efficacité sans pareille. C'est d'ailleurs sa dernière attaque qui vous fut fatale. À genoux, vous crachez salive et sang. Il empoigne votre visage de ses doigts sales et vous regarde avec dégoût. Tu ne pensais quand même pas t'en tirer. Va rejoindre ton frère maintenant. Il sort un couteau à cran d'arrêt et d'un mouvement vif, vous le plante au milieu du torse. Vous vous effondrez au sol dans un cri d'agonie et votre vue devient floue. Votre souffle court. Vous n'avez pas pu venger votre frère. Votre ennemi vous donne un dernier coup de pied pour vérifier que vous ne représentez plus de menace et vous ne sentez même pas la douleur de l'impact. Finalement, il quitte la maison, vous laissant à votre mort imminente. Eh ben, c'est joyeux comme fin de prologue. Et là, on doit retourner la carte narrative et lire la fin du prologue. Vous êtes mort cette nuit. Il vous a laissé vous vider de votre sang, sentant votre vie vous abandonner petit à petit. Il vous a laissé à contempler le corps de votre frère. Après ce qui vous a semblé une éternité, une forte odeur musquée remplit l'atmosphère. La silhouette d'un mystérieux étranger apparut et se pencha sur vous. Vous vous êtes bien battu, dit-il. Ça devrait suffire. D'un coup, vous sentez l'étranger vous soulever avec une force hors du commun, collant ses lèvres contre votre gorge, ses longs cheveux effleurant votre visage alors que vous rendez votre dernier soupir. Puis un liquide au goût métallique se redépose sur vos lèvres et remplit votre gorge. Et l'instant d'après, vous poussez un hurlement bestial venant de vos tripes. À nouveau debout, vous sentez l'appel du sang. Cette nuit, votre esprit écarte les souvenirs de votre transformation qui vous fit passer cet hiver glacial seul et sans certitude sur votre vraie nature. C'était il y a longtemps. Désormais, vous savez que vous êtes une gangrel. Libre, sauvage et fier. Cette nuit, le tueur de votre frère est sur le territoire de votre sire. Une chance inespérée de prendre votre revanche. Le sang imbibera bientôt la terre des jardins botaniques. Et voilà les castars, j'espère que ça vous a plu et que ça vous motive pour le futur Kickstarter. Je vous en reparlerai quand il sortira. À savoir que les personnages peuvent gagner des points d'expérience et donc évoluer entre chaque scénario. Et aussi qu'il y aura un lien entre le jeu vidéo Vampire the Masquerade Bloodlines 2 à sortir d'ici peu et ce jeu de plateau. Vous en découvrirez plus lors du Kickstarter. Merci aux gars de Flyers Game pour leur confiance. Je leur souhaite tout le succès qu'ils méritent pour ce jeu qui promet à mort. Tous les liens nécessaires vers leur page web, Facebook, etc. se trouvent sous la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si jamais vous avez 1 ou 2 euros dépensés, n'hésitez pas à passer par mon Tipeee. Allez, à bientôt. Salut Castar.